Bonjour à tous, donc pour le lancement de cette chaîne YouTube, je suis ravi d'accueillir un invité exceptionnel, quelqu'un qui va pouvoir vous parler de l'Ukraine comme personne d'autre, puisqu'il y a passé 2 ans dernièrement, jusqu'en avril ou en mai, il va nous en dire plus. Donc ça va vous permettre de comprendre la réalité de la situation bien au-delà de ce que vous en disent les médias. Donc voilà, je suis heureux d'accueillir, comment on va t'appeler aujourd'hui? Michel. Ok Michel, donc t'as passé 2 ans en Ukraine, grâce à toi on va comprendre un petit peu comment se passe tout ça, donc est-ce que la Russie avance, est-ce que au contraire l'Ukraine a une chance dans ce conflit, un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça, donc déjà présente-toi, qu'est-ce que tu as fait là-bas et qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors qu'est-ce que j'ai fait là-bas? Je vais pas trop en parler parce que j'ai pas forcément envie d'étaler ma vie professionnelle et personnelle. Disons que j'ai passé 2 ans là-bas dans une organisation humanitaire. Je vais m'arrêter là-dessus. J'étais basé globalement dans l'est du pays. Mhm. Donc déjà, qu'est-ce que tu penses de la situation actuelle dans ce conflit entre la Russie et l'OTAN? Donc on en est où et qu'est-ce que tu peux en dire globalement? La situation militaire actuellement, elle est défavorable à l'Ukraine. Il y a des problèmes de toute façon constants depuis déjà plus d'1 an qui sont le manque de main-d'œuvre, c'est-à-dire que les gens ne veulent pas aller se battre, du coup ils sont obligés de les forcer à y aller. Le manque de pièces d'artillerie et de munitions d'artillerie parce que l'Occident n'est pas en mesure d'en fournir suffisamment pour assurer les besoins. Et le troisième, c'est une sorte de crise morale en fait qu'il y a dans le pays parce que les gens sont de moins en moins motivés. Bon, moi j'y suis plus depuis déjà 3 ou 4 mois. Donc je sais pas comment ça a évolué, mais moi ce que j'ai vu en 2 ans c'était une baisse continue parce qu'en fait, comment dire, je suis arrivé en fait au début de l'hiver 2022, donc quand il y avait eu la contre-offensive ukrainienne qui a donné beaucoup d'espoir. Les gens étaient persuadés que de toute façon la victoire n'était qu'une question de temps. Et après la contre-offensive de 2023 a été un échec et depuis ça ne fait qu'empirer, c'est-à-dire que les Russes avancent doucement, les Ukrainiens continuent de subir des pertes importantes et ils voient plus trop où on peut aller. En plus, il y a aussi un autre problème, c'est qu'ils sentent bien que les Occidentaux soutiennent, mais soutiennent pas trop, mais en fait, ils savent pas trop ce qu'ils veulent faire, ils n'ont pas d'objectif très précis. Ça, c'est aussi un problème. Et puis, finalement, c'est les problèmes de corruption interne à l'Ukraine qui ne voient pas de résolution. Les gens continuent à voler massivement dans les caisses de l'État. Les ministres corrompus se font pas virer et les autorités sont très peu responsables, on va dire, là-dessus. Mais ça, c'est un problème récurrent qui ne s'arrête pas. Alors, pour moi qui suis la situation d'assez loin, même si actuellement, je tiens à le dire, on se trouve tous les deux en Russie, donc ça, on pourra en parler un jour également, hein, pour vous parler de la vie concrète en Russie, qui est bien différente de ce que beaucoup de Français pourraient imaginer. Mais bon, malgré le fait que je vive en Russie actuellement, je suis cette situation de très loin, juste par les gros titres. Et justement, donc tu nous dis que ça se passe plutôt mal pour l'Ukraine, ce qui est assez bizarre parce que récemment, il y a eu cette grande offensive sur le territoire russe, à Koursk, et moi j'ai quelques contacts avec des Ukrainiens, même parfois indirectement, je les vois plein de zèle, plein d'enthousiasme, donc ça vient un petit peu contredire ce que tu viens de dire là. Comment tu vois la chose? Koursk, bon, c'est un problème des Russes, c'est que souvent leur qualité en termes de renseignement est assez mauvaise, on va dire, et ils ne s'attendaient absolument pas à ce qu'une offensive ait lieu là. Pour plusieurs raisons. Premièrement, parce que militairement, ça n'a pas de sens, parce que c'est une zone qui n'a militairement aucune valeur. Donc c'est plutôt une opération qui a un objectif politique. Il y avait quand même un objectif militaire qui a été dit par le chef d'état-major, qui était en fait de forcer les Russes à stopper leur offensive dans le Donbass pour envoyer des troupes pour aller colmater la brèche dans la région de Koursk. Les Russes ont été intelligents, ne l'ont pas fait, ils continuent leur attaque et ils ont juste envoyé des troupes, disons, d'importance secondaire dans cette zone pour stabiliser la situation. Ensuite, l'objectif politique, ce serait de déstabiliser la Russie, de montrer aux Russes qu'on est capable de vous attaquer sur votre terrain, de faire baisser le soutien vis-à-vis de Poutine. Mais le résultat, c'est que pour l'instant, ça ne marche pas parce que c'est qu'une partie très minime de la population russe qui est concernée par cette crise. L'essentiel du pays continue de vivre et je pense que tu as remarqué que personne ici n'en parle en fait. J'étais ici quand ça avait commencé. J'avais l'impression d'être plus au courant que la plupart des Russes de ce qui se passait à ce niveau-là. Donc aussi, vu que c'était une zone qui était peu protégée, il y avait des gardes frontières et des conscrits sur place, donc des gens qui sont au service militaire, donc qui ne sont pas des gens habitués à se battre contre en face d'eux. Ils avaient des brigades tout à fait conséquentes de l'armée ukrainienne qui ont pu rentrer là-dedans comme dans du beurre, comme on dit. Voilà. Après, sur le long terme, pour l'instant, on voit que l'offensive russe dans le Donbass marche de mieux en mieux. Ils ont de plus en plus de gains territoriaux. Donc
bon, beaucoup d'experts militaires voient ça quand même avec un manque de compréhension et estiment que c'est certainement une erreur de la part des Ukrainiens. Mais comme toujours, il faut voir avec le temps qu'est-ce que ça va donner dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Mais pour l'instant, pronostic plutôt négatif du point de vue de l'Ukraine. Oui, bah avant de te poser ma prochaine question, ça c'est vrai que c'est un élément, je pense, qui est difficilement perceptible, notamment par la population française qui est extrêmement politisée. Moi, je trouve qu'il y a une création presque artificielle de l'hystérie politique en France qui n'existe absolument pas en Russie. Et c'est vrai que nous, on ne vit pas entre Français, on ne vit qu'avec des Russes ici, quand on se trouve ici. Et c'est vrai que personne n'en parle. Il semble... J'allais dire serein, mais ce n'est même pas le cas, indifférent en fait à tout cela. Et voilà, il y a vraiment une grande différenciation entre la population, la vie quotidienne, la vie réelle et la politique. Le sujet politique et le gouvernement. Et ça, voilà, je pense que c'est difficile à percevoir pour les Français qu'il n'y a aucune hystérie en Russie et que les gens sont assez indifférents à tout ça. Et je voulais rebondir sur ce que tu disais, que ça concerne une partie de la population spécifique. Bon, moi je suis pas expert du sujet, mais ce qu'on peut dire, c'est que de toute façon, cette partie de la population russe qui vit la guerre au jour le jour, bah, c'est toujours la même. C'est-à-dire que c'est celle vers Belgorod, etc. Donc finalement, l'impact psychologique, il y en a un sans doute, mais il doit être assez relatif puisque ces gens vivaient déjà la guerre au jour le jour. Moi, par exemple, je suis allé à Belgorod pendant un week-end il y a plus d'1 an. Bon, bah, je me suis fait réveiller par un missile. Il y a des drones qui passent au-dessus du jardin de mon ami. Sur l'autoroute, tu vois les camions militaires, etc. Donc ces gens-là, je pense, sont déjà dans l'esprit de guerre. Donc je pense que là-dessus, il n'y a pas une grande différence. Mais bon, pour revenir au sujet principal, moi je pense qu'il y a un paradoxe qu'il faudrait éclairer pour nos auditeurs. Personnellement, quand la guerre a commencé en février 2022, je me suis complètement trompé. C'est-à-dire que je pensais que la Russie allait subir de grosses conséquences économiques qui étaient perceptibles au tout début, puisque le rouble s'était complètement effondré de façon fulgurante. Donc je pensais que la Russie allait s'effondrer économiquement, enfin pas forcément s'effondrer d'ailleurs, vivre des difficultés plus graves, mais qu'elle allait, d'un point de vue militaire, foudroyer l'Ukraine. D'ailleurs, c'était même le discours des Européens pendant des années, en disant qu'ils prenaient les pays baltes en 3 jours par la route, je sais plus comment elle s'appelle, Souvalki, il me semble, entre la Kaliningrad et la Biélorussie, et que en gros, la Russie roulait sur l'Europe. Et donc je pense que beaucoup sont, comment dirais-je, déstabilisés en voyant la Russie toujours engouffrée dans cette affaire depuis 2 ans. Et par contre, tenir de façon exceptionnelle, incroyable économiquement, ça on peut le dire. En Russie, l'activité économique est incroyable. Ça, on le vit au jour le jour. Le quotidien en Russie est beaucoup plus dynamique qu'en France. Le business se perd, se crée, se transforme. Il y a de l'activité partout, de la nouveauté, de l'infrastructure. Mais voilà, les gens... beaucoup de gens, comment dirais-je, se mettent presque à mépriser l'armée russe de l'extérieur en se disant c'est quoi ces guignols avec leur pays le plus grand au monde qui sont toujours engouffrés là-dedans depuis 2 ans. Donc comment tu expliques ça ? Bah, c'est assez difficile à dire, c'est-à-dire que estimer à l'avance que fera une armée de temps de paix dans une guerre, c'est difficile. Bon, il y a déjà le fait que l'armée russe était une armée de temps de paix, c'est-à-dire qu'elle ne faisait pas la guerre, alors que l'armée ukrainienne faisait la guerre. C'est-à-dire qu'eux, en permanence, ils étaient dans le Donbass à mener des opérations militaires de basse intensité. Après, oui, il y a une sous-estimation, tout simplement parce que les Russes ont fait beaucoup d'erreurs stratégiques. Ils ont lancé des opérations, ils ont sous-estimé les Ukrainiens, ils se sont lancés dans des opérations. Alors, est-ce que tu peux être un peu plus concret là-dessus pour que le but c'est aussi d'apprendre des choses à nos auditeurs, pas de parler les Russes s'attendaient en réalité à ce que la moitié de l'Ukraine se rende très rapidement, et c'est pour ça on a d'ailleurs vu au tout début de la guerre qu'il y avait des camions remplis de CRS, enfin des OMON, ce qu'on appelle en France les CRS, donc des types, des policiers qui venaient avec des boucliers anti-émeutes, parce qu'ils pensaient que les villes seraient prises, il y aurait quelques personnes qui résisteraient, on leur enverrait les flics dessus, et puis tout s'arrêtera. Ça n'a pas eu lieu, les types se sont armés, des civils prenaient des lance-roquettes pour aller harceler les convois ennemis, et accessoirement, bon, les lignes logistiques russes ont été totalement, étaient trop longues, et ont été très rapidement détruites par les Ukrainiens, ce qui a fait qu'ils ont subi des pertes énormes. Première fois, c'était Kiev, Kharkiv au tout début de la guerre, et puis après, ça a été l'oblast de Kharkiv en septembre 2022, où ils se sont pris une contre-offensive brutale, où ils ont perdu 500 chars et 500 blindés autres. Pour l'économie, c'est difficile à dire. Le dynamisme économique russe, c'est pas juste ce qu'on ressent au quotidien. Les chiffres montrent une croissance de
je ne sais plus combien, 4% peut-être. Le plein emploi actuellement en Russie qui est une nouveauté. Actuellement, il y a, je crois, 1 ou 2% de chômage, ce qui est une équivalence de plein emploi. Une hausse des salaires réels, c'est-à-dire le salaire augmenté auquel on soustrait l'inflation. Donc ça, c'est des faits objectifs. Alors on ne sait pas combien de temps ça va durer, cette croissance économique. Peut-être que ça s'arrêtera. Mais pour l'instant, effectivement, les indicateurs sont plutôt au vert. Après, accessoirement, vu que l'économie russe était dans un état de stagnation depuis 2014 à peu près, même un petit peu avant, personne ne s'attendait à ce que la guerre ne détruise pas l'économie russe. Et en fait, il s'est passé l'inverse, effectivement. C'est ce que tous les commentateurs occidentaux disaient, c'est qu'on a sous-estimé l'économie russe, on a surestimé l'armée russe. Ça, c'est une réalité objective. Alors, sans être expert, moi j'ai eu une intuition géopolitique. Donc, je travaille beaucoup en intuition puisque moi je lis plutôt de la philosophie, etc., que de la politique dure. Et j'ai cette intuition que si la Russie galère autant, c'est qu'elle n'a pas menti d'origine sur son paradigme qui était l'opération spéciale. J'ai l'intuition que la Russie pensait vraiment avoir affaire à une opération spéciale et de ce que j'en sais, il me semble qu'au bout de 3-4 jours, les Ukrainiens étaient prêts à négocier. Mais il semblerait que les Occidentaux les aient poussés, notamment l'Angleterre, à continuer le combat et ce qui aurait transformé un petit peu l'opération spéciale en guerre d'artillerie et en guerre réelle. Alors, est-ce que selon toi, ce paradigme intuitif que j'ai est valable ou pas ? C'est pas très clair ce que tu veux dire exactement. C'est-à-dire que d'un côté, effectivement, on sait que les Anglais ont dit à Zelensky de ne pas négocier. Ça a été aussi lié au fait que quand les Russes se sont retirés de l'oblast de Kiev, les Ukrainiens et les Occidentaux ont compris que l'armée russe était beaucoup plus faible que ce qu'on imaginait, et je pense que les Américains, les Anglais ont vu ça comme une opportunité. Disons ça crûment, Poutine a mis le doigt dans l'engrenage, on va tirer tout le bras et on va faire tomber son régime avec la guerre. Ce qui ne s'est pas passé parce que le régime russe est stable en interne. Donc ça, c'est une partie de la réponse. Alors, je vais reformuler ma question. Alors, est-ce que sans les Occidentaux, l'opération spéciale serait restée qu'une opération spéciale ? Et je vais compléter ma question parce que je me souviens du premier discours de Poutine au début de l'opération spéciale qui était monté sur ses grands chevaux en expliquant que si le moindre pays osait, se mêler de cette affaire, il subirait les plus grosses conséquences de son histoire. Est-ce qu'il a cru que les Occidentaux allaient prendre au sérieux cette menace ? Finalement, les Occidentaux n'ont pas pris, semble-t-il, cette menace au sérieux, et donc ça a rendu la situation beaucoup plus compliquée à gérer pour la Russie. Peut-être que Poutine s'attendait à ce que cette menace soit prise au sérieux. Je crois que de toute façon, Poutine ne s'attendait pas à ce que l'Ukraine puisse tenir aussi longtemps. Et les Occidentaux non plus d'ailleurs, accessoirement. Après, évidemment, une fois que l'armée ukrainienne s'est ressaisie, ils bénéficient quand même d'une chose très importante à la guerre, qui est toutes les données satellites et renseignements du côté des Occidentaux, des Américains notamment, ce qui est quand même quelque chose de très important. Je pense que quand ils arrivent à voir que dans l'oblast de Koursk, il n'y a pas grand-chose en face, c'est parce qu'ils ont des aides en termes de renseignements, par exemple. Donc ça, c'est une chose. Excuse-moi, une partie de ta question, j'ai zappé. En gros, l'essence de la question, c'est un petit peu est-ce que Poutine pensait que les menaces... Les menaces, pardon. Oui, alors c'était aussi une question de durée, c'est-à-dire que ce qu'on a vu globalement, c'est que au début les Occidentaux faisaient très attention et finalement ont de manière, incrémentale, en fait, ont violé toutes les lignes rouges les unes après les autres. Et à chaque fois, vu qu'ils ont vu que les Russes ne faisaient rien, et ils allaient de plus en plus loin. Et alors, pourquoi les Russes ne font rien d'après toi ? C'est quoi ? C'est du pragmatisme, de la sagesse, de la peur Voilà, parce qu'en fait, il y a vraiment une grosse dichotomie entre le discours menaçant de l'ours russe et la réalité de sa réaction. Premièrement, c'est qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? C'est difficile, ils font des choses. On sait qu'il y a par exemple des sabotages, on n'en parle pas beaucoup dans les médias, mais il y a des sabotages russes en Europe, par exemple. Une fois en Bulgarie, il y a un énorme entrepôt de munitions soviétiques qui a explosé. Récemment, il y a eu une histoire selon laquelle les Russes voulaient assassiner le chef de, je ne sais plus quelle entreprise allemande, du complexe militaro-industriel. L'autre chose, c'est qu'il y a certainement les Chinois aussi, de l'autre côté, dont les Russes dépendent, et les Chinois ont leur ligne rouge. Par exemple, on sait très bien qu'au début de la guerre, Poutine passait son temps à agiter l'arme nucléaire, et là, les Chinois, on sait qu'ils ont dit non, parce qu'eux, ils sont absolument opposés à une possibilité comme ça. Donc les Russes sont obligés finalement de naviguer dans une situation particulière, en interne,
mobiliser, c'est dangereux en termes de politique intérieure, donc qui serait une mesure d'escalade. Et évidemment, toucher au territoire de l'OTAN directement, ce serait aussi quelque chose de très dangereux. Du coup, ils sont obligés de faire attention eux-mêmes aux lignes rouges occidentales. Donc ils jouent un jeu très fin, très difficile. Récemment, on a aussi appris, par exemple, que les Russes voulaient fournir des missiles aux Houthis au Yémen pour qu'ils puissent, par exemple, tirer sur des bateaux occidentaux. Là, les Saoudiens ont dit non, et les Saoudiens aussi, c'est quand même un partenaire important pour la Russie dans le cadre de l'OPEP plutôt. Donc ils ont les mains liées sur beaucoup de choses. Les Russes, ils veulent pas se brouiller avec le Sud global, ils veulent pas se brouiller avec la Chine, ils veulent pas se brouiller avec l'Inde, et du coup ils sont obligés d'être très très attentifs. Et c'est pour ça que les Occidentaux ont une certaine marge de manœuvre. Mais remarquons quand même que du côté des Occidentaux, on voit bien que encore aujourd'hui, par exemple, les Ukrainiens ne peuvent pas utiliser des missiles de longue portée occidentaux pour taper dans l'arrière du territoire russe. Ils ont pu taper un peu dans le territoire russe après l'offensive de Kharkiv, mais ils ne peuvent pas aller plus loin. Ils ne peuvent pas tirer un missile sur une centrale électrique à Moscou, par exemple, jusqu'à aujourd'hui. Les Anglais, qui pourtant sont parmi les plus vats en guerre, ils ne veulent pas faire ça, par exemple. Et les Allemands n'ont toujours pas fourni de missiles, par exemple. Par rapport à ce que tu dis là, ça me fait penser à deux choses. C'est finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que la Chine est devenue le pont de la raison entre l'Occident et la Russie? C'est-à-dire que la Chine a ses intérêts avec l'Occident en termes d'exportation, ses intérêts avec la Russie au niveau du gaz et de toutes les ressources d'ailleurs. Donc finalement, est-ce que de fait, sans bonne volonté, mais de fait, la Chine ne devient pas un petit peu le garant pas de la paix parce qu'il y a quand même une guerre, mais de garder la guerre relativement raisonnable, si on peut le dire ainsi. Bah oui, parce qu'en plus, dans une guerre comme ça, l'Occident s'affaiblit, tant mieux pour la Chine, et la Russie s'affaiblit potentiellement aussi, ce qui est pas plus mal pour la Chine, parce qu'une Russie qui dépend économiquement de la Chine, ça veut dire aussi une Russie à laquelle on peut acheter des matières premières moins chères, surtout quand on est le seul partenaire. Donc il y a des tas de raisons pour lesquelles les Chinois ont intérêt à ce que d'un côté la guerre n'aille pas trop loin et de l'autre côté qu'elle dure en réalité. Après, les intentions de la Chine ne sont pas forcément très claires. C'est assez difficile de savoir ce qu'ils ont dans la tête. C'est toujours un problème quand on étudie les politiques des pays, c'est quelles sont leurs véritables intentions. Pour la Chine, jusqu'à aujourd'hui, les gens, les observateurs, même très sérieux, ont des opinions très diverses sur ce que veut faire la Chine. On sait ce qu'ils veulent pas faire, mais ce qu'ils veulent vraiment faire, quel est leur objectif? Est-ce qu'ils ont vraiment un objectif très clair? Ça, on le sait pas. Est-ce que finalement, la Russie et l'Ukraine, malgré eux, deviennent pas un petit peu les idiots utiles de la Chine et des États-Unis? Parce que finalement, à qui profite cette guerre, si ce n'est à la Chine, du fait de ce que tu viens d'expliquer? Et puis, on sait que l'économie américaine repart à la hausse, que ça leur permet de prendre des grosses parts de marché au niveau du gaz, notamment du gaz liquéfié, oui. Que notamment leur industrie militaire est au mieux. Et puis en plus, je pense que dans l'idéologie néoconservatrice américaine, il est toujours bon de montrer du zèle dans l'aide envers l'Ukraine. Moi je mets ça en perspective avec le discours de Trump vers 2016 justement, qui lui voulait sympathiser avec la Russie pour faire bloc contre la Chine. Mais là finalement, bon, je divague un peu, mais je reviens à ma première question. Est-ce que finalement la Russie et l'Ukraine ne se retrouvent pas être les idiots utiles de la Chine et des États-Unis? C'est une guerre par proxy en réalité, c'est-à-dire que d'un côté l'Ukraine évidemment est totalement dépendante de l'aide occidentale, et de l'autre côté la Russie aussi, et si la Chine voulait couper les vivres à la Russie pourrait aussi évidemment être très dangereux à ce niveau-là. Ils le font pas, au contraire, ils leur fournissent tout un tas de composants militaires qui permet à la Russie d'alimenter leur industrie militaire. Donc évidemment, c'est une guerre par proxy, c'est tout à fait vrai. Du côté des États-Unis, après, là, c'est une question beaucoup plus profonde. C'est la question plutôt d'une sorte d'idéologie géopolitique. C'est-à-dire que d'un côté, il y a ce que certains appellent le réalisme, c'est représenté par des gens comme Mearsheimer, par exemple, qui est un chercheur américain, qui a une vision très particulière des relations internationales. C'est que les États, indépendamment de leur régime politique, ont une certaine manière de fonctionner. Et que donc dans ce cadre-là, il y a 3 grandes puissances dans le monde. Il y a les États-Unis, première puissance, la Chine juste derrière, et ensuite la Russie loin derrière. Dans ce cadre-là, quand les États-Unis ont un véritable adversaire, un véritable concurrent en fait, qui est la Chine, quel est l'intérêt objectif des Américains? C'est une Russie soit neutre, soit un petit peu pro-occidentale, qui peut permettre en fait de servir de contrebalancier à la Chine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait exactement l'inverse. Et du point de vue de cette théorie de la géopolitique, les États-Unis en fait se sont totalement trompés. Après, il y a une autre idéologie qui est l'idéologie idéaliste,
qui par exemple est représenté par quelqu'un comme Fukuyama, qui est plutôt que les idées c'est le plus important, le régime politique c'est le plus important et pas le reste. Et dans ce cadre-là, c'est une guerre du bloc des démocraties contre le bloc des dictatures et des totalitarismes. Généralement, ils ne font pas la différence entre autoritarisme et totalitarisme. Et dans ce cadre-là, il faut évidemment lutter du côté de la démocratie ukrainienne contre la dictature russe. Et même si la Chine, même si l'Ukraine n'est pas une démocratie parfaite, il faut quand même se battre du côté des démocraties. Et là, ce qu'on risque de voir en fait aux États-Unis, c'est que si Trump revient au pouvoir, c'est un changement de paradigme géopolitique de la part des États-Unis. Et dans ce cadre-là, il voudra certainement en fait s'arranger avec les Russes. Mm-hmm. Alors j'ai une autre question par rapport à tout ça, c'est on comprend bien les intérêts de la Chine et des États-Unis d'un point de vue géopolitique, économique, mais alors les pays européens, ça c'est quand même extrêmement curieux. Parce que nous, on n'a rien à gagner dans cette guerre. Rien du tout. On a l'énergie plus chère, moins d'exportation. On a tout à gagner à avoir de très bonnes relations avec la Russie, sur tous les points de vue. Oui. Alors, comment expliquer que les pays européens, notamment la France et l'Allemagne, se soient embarqués dans cette guerre folle sous le prisme anglo-américain ? C'est quand même très curieux quand un acte irrationnel est poussé aussi loin. Comment l'expliquer ? C'est difficile à dire. J'ai pas de réponse dont je peux être sûr. Je pense qu'il y a une question de dépendance certainement des élites européennes aux États-Unis potentiellement. Mais alors, c'est une dépendance ou une influence ? C'est quand même très curieux de comprendre ça. Une dépendance au sens du fait que l'Europe est un protectorat américain. Bon, après, il faut aussi voir que dans le cadre de l'Europe, il y a des différences. Alors, excuse-moi de te couper, hein, mais on parle toujours de cette dépendance. Mais elle implique quoi concrètement ? Si demain la France et l'Allemagne désobéissent, il se passe quoi ? Sanctions américaines. On a bien vu, par exemple, une affaire connue, très connue maintenant, même sur Internet, cette affaire de ce type, de ce manager de... Quelle entreprise, je me souviens plus, pour la question de la vente des turbines nucléaires Alstom. Donc le type s'était fait arrêter. Il s'était fait arrêter aux États-Unis. On lui a dit clairement, bon, c'est clair, soit tu vas en tôle pour corruption, soit vous nous vendez les turbines Arabelle. Qu'est-ce qu'on a fait ? Arabelle, je crois que ça s'appelle. Qu'est-ce que Macron a fait ? On a vendu les turbines aux États-Unis et puis c'est tout. C'est juste, on n'a rien fait. Pour moi, ça montre quand même. C'est pas. Il y a certains qui vont dire que c'est la traîtrise de Macron, que c'est un agent américain. Je pense que c'est simplement que les Américains ont des énormes leviers sur l'Europe et que s'ils veulent nous mettre des sanctions économiques, ils le feront et que dans ce cadre-là, ils font ce qu'ils veulent. Et dans ce cadre-là, la France et l'Allemagne n'ont pas toujours fait ça parce que pendant très longtemps, au contraire. Merkel comme Hollande, c'est eux qui ont fait les accords de Minsk, qui était quand même un accord très pro-russe en réalité. Et que nous, effectivement, l'intérêt objectif de l'Allemagne, c'était d'avoir accès aux ressources pas chères de la Russie. C'est ce qu'on a fait pendant très longtemps. Et là, la guerre a tout bouleversé totalement. Ouais, mais les mauvaises langues, et notamment certains pro-russes, te diront que en fait, ces accords étaient stratégiques pour gagner du temps. C'est difficile à dire. Du point de vue des Ukrainiens, on peut penser qu'effectivement, ils n'avaient jamais l'intention de les appliquer. C'est possible. Hollande comme Merkel ont dit que c'était ça. Ils ont effectivement dit on a fait cet accord pour donner du temps à l'Ukraine. Je doute que ce soit honnête de leur part. Je soupçonne qu'ils veuillent éviter de rester dans l'histoire comme étant un nouveau Daladier et comment il s'appelle le Premier ministre anglais quand ils avaient signé les accords de Munich. Je sais pas si tu vois de quoi je parle. Ah oui, c'est Daladier et bref, vous avez Google, vous pouvez savoir. Bref, de rester en fait comme étant des collabos de l'histoire qui ont permis à la Russie d'envahir l'Europe, disons ça comme ça. Je pense que c'est ça. J'ai pas la réponse, je sais pas ce qui était dans la tête d'Hollande et de Merkel en 2014, donc c'est difficile de le dire, mais on voit bien qu'il y a eu un changement total de politique entre cette époque-là et le post-24 février 2022. Mais pour revenir sur cette dépendance envers les États-Unis, donc je te trouve assez juste, malgré nos visions politiques, de dire qu'on n'a pas à traiter en soi Macron de lâche, puisqu'il y a des intérêts à garder par rapport à notre puissance qui est très relative, pour pas se prendre des sanctions dans la gueule. Mais est-ce qu'il pourrait y avoir un certain courage de la neutralité ? Est-ce que la neutralité serait vraiment punie ? Je parle pas forcément de copiner avec la Russie de façon ostentatoire, mais par exemple la Turquie ne se fait pas punir. Et la Turquie a la position la plus pragmatique et la plus bénéfique. C'est-à-dire qu'eux continuent à avoir le gaz pas cher. Ils sont devenus un hub entre la Russie et tout le reste, notamment par les vols, qu'ils soient commerciaux ou etc. Et on voit que la Turquie n'est pas punie d'être neutre, bien qu'elle soit dans l'OTAN. Donc est-ce qu'on n'aurait pas le droit à un peu de courage de la neutralité ? La Turquie a les moyens d'avoir une politique étrangère indépendante.
C'est-à-dire que c'est une puissance régionale, elle a sa politique en Syrie, elle a sa politique en Afrique, une grande politique dont on parle peu dans les médias français, mais d'influence. La France, bien que ça devienne de plus en plus relatif, on est quand même, on est quand même le deuxième plus gros territoire maritime au monde. On est quand même très présent en Afrique, on a l'arme nucléaire, on a une énorme industrie. Par rapport aux autres pays européens, ce n'est pas comparable. Donc en quoi la Turquie aurait une puissance si supérieure à la France pour se permettre le luxe de la neutralité? Derrière cette question se cache la question, est-ce que tout ça ne serait pas idéologique, et sont-ils pas en train de nous embarquer dans un gouffre sans fin, juste par des croyances idéologiques qui deviennent presque religieuses, quoi? C'est possible. Je pense qu'il y a aussi une question simple, c'est que la Turquie se veut être une grande puissance indépendante, alors que la France, comme l'Allemagne, ne se voit plus comme ça depuis très longtemps, et que dans ce cadre-là, ils se sont rangés effectivement du côté du bloc du bien, de la démocratie contre les dictatures. C'est peut-être effectivement pas lié uniquement à des critères objectifs, c'est peut-être aussi purement idéologique, c'est possible. Là, c'est difficile d'avoir une réponse claire, il faudrait pour ça, il faudra regarder après, parler avec des gens de ces élites qui écriront leur mémoire sur comment toutes ces décisions ont été prises, pourquoi, quelles pressions ont été mises. Bon, on voit bien par exemple que la Hongrie, quand la Hongrie essaie de bloquer les packages d'aide européens, à chaque fois ils se retrouvent avec des menaces et ils sont obligés de céder par exemple. Est-ce que la France pourrait se permettre comme ça Bon, l'Allemagne a essayé de le faire pendant un moment, l'Allemagne jusqu'à aujourd'hui n'a pas fourni de missiles par exemple. Au début, l'Allemagne ne voulait fournir que quelques casques pour l'armée ukrainienne. Après, ils ont été visiblement, d'une manière ou d'une autre, ils ont été contraints de se plier aux règles collectives de l'Occident et de fournir des armes. Pourquoi ? C'est difficile à expliquer comme ça. Alors, avant de te poser un petit peu des questions sur la vie quotidienne en Ukraine, d'ailleurs je pense que j'en ferai une autre vidéo parce que ça commence à faire déjà un petit peu de temps qu'on est ensemble. Quels sont tes pronostics pour la guerre en Ukraine actuelle? Comment ça va se finir? Et dans combien de temps? Alors évidemment, tu n'es pas devin, mais tu peux un peu risquer, parce que si tu as raison, tu rentreras dans les annales. Bon, faire des pronostics sur une guerre, c'est très difficile. C'est un peu comme les matchs de foot, j'ai envie de dire. Ce que je peux donner, c'est des éléments de réflexion. On sait que cet été, il y avait des négociations, visiblement, quand même, qui avaient été très poussées entre les États-Unis et les Russes et les Occidentaux en général. Et même certains disaient qu'on était d'accord sur le principe et qu'on se posait même des questions techniques sur comment les appliquer. Visiblement, l'opération ukrainienne d'en cours, qui avait aussi un objectif qui était en fait de s'aborder ces négociations. Par exemple, les Russes disent qu'il faudrait qu'il y ait un arrêt sur la ligne de front actuelle. Qu'est-ce qu'on fait du territoire russe occupé par l'Ukraine dans ce cadre-là? C'est quand même très très difficile. Il faudra aussi négocier la libération de ces territoires par les Ukrainiens, avec des contreparties. Donc il semble quand même que les Ukrainiens aient sabordé ces négociations par leur opération, parce que ils sentent bien que les Occidentaux veulent les lâcher et qu'ils veulent rendre ça le plus difficile possible. Mon pronostic avant cette opération était que en hiver ou au printemps ça s'arrêtait. C'est toujours pas impossible. Il y aura une nouvelle administration américaine potentiellement, de toute façon qui sera une nouvelle administration, puisque ce sera plus Biden, ce sera Harris si c'est les démocrates qui gagnent. Donc il y aura des nouvelles personnes à Washington qui auront peut-être des idées différentes. Et je pense qu'on peut espérer que d'ici le printemps, on ait au moins un début de solution. Mais la guerre est imprévisible, on ne sait jamais ce qui va arriver. Est-ce que demain il y aura une nouvelle guerre quelque part? Est-ce que les Chinois vont attaquer Taïwan? Est-ce que l'économie russe va avoir un problème qui va faire que l'économie russe va avoir des difficultés qui feront qu'ils seront en difficulté pour continuer leur guerre? Il peut se passer des tas de choses dans le monde qui sont imprévisibles. Donc c'est difficile de dire, mais je pense qu'on peut quand même espérer que d'ici le début de l'été 2025, que ça s'arrête peut-être. En faveur de qui, globalement? Ce sera certainement un accord qui ressemblera à ça. Arrêt des combats sur la ligne de front actuelle, engagement des deux parties de ne pas lancer d'offensive pour X années. On retire un certain nombre de sanctions, peut-être qu'on rend les fonds russes gelés. Ça ressemble à une bombe à retardement. Non, la Corée, c'est ce qui s'est passé. C'était un cessez-le-feu. Un jour, la question sera réglée. Peut-être dans 100 ans, peut-être dans 200 ans. Peut-être. Ou peut-être que ça va durer encore, oui, très longtemps, mais qu'au moins il n'y a plus de combat et que du coup la Corée du Sud peut se développer, la Corée du Nord peut continuer à être la Corée du Nord. Il peut se passer la même chose en fait en Ukraine, que finalement le territoire reste occupé, que les Russes disent c'est chez nous, mais que personne d'autre dans le monde ne reconnaisse que c'est chez eux, et puis que voilà, ça dure pendant très longtemps, et dans ce cadre-là, effectivement pour l'Ukraine, ce sera certainement difficile, parce que qui voudra aller investir dans un pays où une guerre peut reprendre du jour au lendemain?
où la corruption reste, où les élites restent aussi pourries qu'elles le sont actuellement, bon, bah, ce sera difficile pour les Ukrainiens. Il y a déjà quand même des informations qui circulaient sur Internet. Il y avait un journal qui s'appelle Nova Gazeta, qui est un journal d'opposition russe en exil, qui avait publié un projet d'accord proposé par la Turquie, visiblement, qui montrait un certain nombre de mesures, et ça ressemble globalement à ce que je dis, hein. C'est un engagement de plus attaquer, puis il y aura certainement de l'autre côté aussi des accords directement entre les Américains et les Russes. Par exemple, les Américains diront on va plus vous embêter en Géorgie, on va plus vous embêter dans le Caucase, on vous laisse tranquille en Asie centrale, mais de l'autre côté, les pays baltes, vous arrêtez vos attaques hybrides, l'Ukraine, plus d'attaques, et puis l'Ukraine se retrouvera avec, par exemple, une armée limitée en nombre. Ce sera quelque chose certainement qui ira plus loin que l'Ukraine en réalité, parce qu'il y a il y a un désaccord de principe entre les Occidentaux et les Russes sur la politique mondiale, et il faudra que ces désaccords soient réglés pour qu'il y ait une paix durable. Est-ce que ce sera possible? Est-ce que nos élites, est-ce que leurs élites seront capables de se mettre d'accord? Ça, on verra. Mais alors justement, on va finir là-dessus. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner parce qu'on va faire une seconde vidéo avec Michel à propos de la vie quotidienne en Ukraine, parce qu'il vient de vivre 2 ans en Ukraine, donc c'est une sacrée expérience et on aimerait vous la faire partager. Mais justement, que va devenir l'Ukraine après tout ça? Déjà, la plupart des gonzesses sont parties. Il y en a d'autres, même des hommes qui ont fui. Enfin, c'est un pays qui est dans une situation absolument dramatique d'un point de vue économique, démographique. J'ai même presque envie de dire d'un point de vue culturel, mais c'est un autre sujet. Qu'est-ce qu'ils vont devenir, quoi. Ouais. Bah, démographiquement, il faut voir quelque chose, c'est que l'Ukraine, c'est un pays où à la fin de l'Union soviétique, il y avait 53 millions de personnes. Actuellement, il semble qu'il y en ait moins de 30 millions. Il n'y a pas de chiffre exact, c'est très difficile de... Avant la guerre, c'était quoi, 38, je crois? Oui, dans ces eaux-là, dans les 40, quelque chose comme ça, et là, il y aurait une dizaine de millions de gens qui auraient... Une perte de 25%, quoi. C'est ça, et avec un taux de fécondité des plus faibles d'Europe. Bon, actuellement, les frontières sont fermées pour les hommes ne peuvent pas quitter le pays. Le jour où les frontières s'ouvrent, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tout le monde part ou pas? C'est possible que les gens partent encore plus. Est-ce que les gens qui sont partis voudront revenir? Il faut aussi savoir quelque chose, c'est que des statistiques ont été faites sur les Ukrainiens qui sont partis, c'est que globalement c'est des gens plus jeunes, plus éduqués et plus riches que la moyenne, largement, qui sont partis. Bon, ces gens... après, comme en Russie, tu me diras, à l'époque, au tout début, la petite partie qui est partie. Ah oui, oui, c'est vrai, absolument. Bon, c'est beaucoup moins. C'est une logique un peu universelle, bon, oui. Pour la Russie, il y a eu 1 million de départs, et sur 1 million de départs, il y en aurait 500 000 qui sont revenus, visiblement. Donc bon, c'est quand même pas les mêmes quantités. Il y a une logique sociologique un peu universelle. Absolument, absolument. Après, la différence, c'est que bon, les Ukrainiens ont directement eu des statuts de réfugiés, ils se retrouvent après à bosser en Pologne, en Allemagne, je sais pas où d'autres, en Espagne. Bon, après 3 ans, s'ils ont un travail, un permis de séjour, leurs enfants parlent déjà la langue locale, est-ce qu'ils vont aller retourner en Ukraine, dans un pays dévasté par la guerre? Tous les mariages que ça a créé. Tous les mariages que ça a créé, tous les divorces que ça a créé accessoirement aussi, parce que ça, on entendait beaucoup ça en Ukraine, des histoires de types qui sont sur le front, leur femme part en Europe, pendant 1 an ils restent en contact, et puis après, au bout d'un moment, la femme elle se trouve en italien, en allemand, et puis elle n'a plus envie de retourner en Ukraine, quoi, tout simplement. Donc, et on peut les comprendre, j'ai envie de dire, tous les jours se lever le matin en se disant est-ce que mon mari s'est pas pris une balle dans la tronche cette nuit, c'est quand même difficile, donc ça, c'est la question démographique, elle est très très grave. On a cette sensation. Moi, j'ai cette sensation depuis le début de la guerre que l'Ukraine, plus ça dure, plus l'Ukraine va perdre beaucoup. C'est pour ça que j'en veux un petit peu aux pays occidentaux de les avoir poussés comme ça, parce que oui, peut-être que ça a créé un enthousiasme nationaliste de tenir aussi longtemps contre la Russie, et d'ailleurs, au fond, ils auront tenu, puisque oui, absolument. Kiev n'a pas été pris. Oui, mais qu'est-ce qu'ils y gagnent? Pas grand-chose finalement. Et un dernier sujet, c'est l'argent. Parce qu'on leur a donné un pognon de dingue. Oui. On les a endettés en sachant parfaitement qu'ils ne pourront pas rembourser. Bon, nos élites sont de plus en plus irrationnelles et de moins en moins pragmatiques, à l'exception des États-Unis. Et je doute qu'ils offrent de l'argent gratuit comme ça. Donc, quelles vont être les conséquences du non-paiement, du non-remboursement de cette dette? Qu'ils fassent des bêtises avec leur argent, moi je pense que c'est pas forcément rationnel. Regarde l'Afghanistan par exemple. L'Afghanistan, ils ont mis 1000 milliards, il me semble, en 20 ans. Bon, est-ce que cet argent a disparu. Est-ce que tu crois qu'ils vont laisser Kiev tranquille après cet endettement? Tout dépend de comment la guerre se termine. C'est-à-dire que peut-être que de toute façon les Ukrainiens seront pas solvables, ils feront faillite, et puis mais même s'ils sont pas solvables, c'est un pays qui a beaucoup de richesses.
Est-ce qu'il n'y a pas l'idée derrière de leur prendre des actifs nationaux? Quels actifs? Bon, l'agriculture, oui, les terres agricoles. Bon, l'industrie, elle est complètement en lambeaux depuis très longtemps. Déjà avant la guerre, c'était le cas. Les infrastructures énergétiques ont été complètement détruites par les Russes. Bon, ils gardent les centrales nucléaires. Mais oui, le qui sont vrai, intouchables, mais, le vrai sujet, je crois, hein, mais bon, tout ça, ce ne sont que des suppositions. Hein, je ne suis pas expert, mais j'imagine que les terres agricoles, les exploitations agricoles peuvent être un sujet. Ça peut être un sujet, absolument. Bon, il y a aussi une question géographique. C'est un grand pays qui est présent entre la Russie et l'Europe, qui peut aussi avoir des atouts logistiques. Bon, là, c'est quand même une question beaucoup plus complexe qu'on aborde. Et là, je ne suis pas assez spécialiste pour aller sur cette question-là, qui est plutôt de géoéconomie, on va dire. Mais je pense que l'avenir de l'Ukraine est quand même assez sombre, globalement, dans l'avenir. Je vois pas beaucoup de scénarios. À moins d'une victoire ukrainienne, mais ça j'y crois plus du tout, ça me semble impossible. Bon, s'il y avait une victoire ukrainienne, ils pourraient se retrouver effectivement avec des investissements massifs. Actuellement, je vois pas trop qui irait ouvertement investir en Ukraine. Et ça, je pense que quoi que l'on pense de l'aspect militaire, je pense qu'on sera d'accord là-dessus, c'est qu'il y a quand même une tendance, c'est que l'Ukraine s'assombrit, s'enfonce dans un gouffre, et toi tu as vécu en Ukraine, tu as vécu en Russie, on vit en Russie actuellement. Et la Russie ne fait que progresser dans la vie quotidienne, dans C'est l'impression qu'on a actuellement. Après, à long terme, il faudra voir ce que ça donnera. Mais ce qui a été une grande surprise au niveau géopolitique de cette guerre, c'est que même les sanctions américaines n'empêchent pas les Russes. Bon, tu veux un iPhone, il est moins cher en Russie qu'en Europe, par l'import parallèle, accessoirement, ça faut le savoir. C'est quand même c'est quelque chose d'intéressant, parce que tout le monde s'attendait, par exemple, que je sais pas, acheter un iPhone en Russie, ce serait juste beaucoup plus cher. En fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce qu'il y a beaucoup de pays intermédiaires qui sont prêts en fait à gagner de l'argent sur leur rôle d'intermédiaire, et que du coup en Russie il n'y a rien qu'on ne puisse pas trouver actuellement. On trouve même beaucoup plus de choses qu'en France. Oui, accessoirement, et ça montre une chose, c'est qu'en fait les sanctions ça marche très bien quand tout le monde est d'accord pour les appliquer, comme sur la Corée du Nord avant la guerre par exemple. Oui, et puis je pense qu'il y a une dimension, il y a un sujet sur la mentalité russe, on en parlera une autre fois, mais globalement le peuple russe est un peuple de débrouillards. À un moment donné, même quand il y a une loi, même si elle est pesante, si elle n'est pas utile ou si on peut la contourner, on va la contourner. Exactement. Le symbole de ça, c'est pendant le Covid. Hein. Nous, on a été tous les deux en Russie pendant le Covid. Bon, dans le centre commercial, le vigile te demandait de porter le masque, tu sortais le masque de ton sac, et puis 30 secondes après, quand il avait le dos tourné, tu remettais ton masque dans ton sac. C'était la liberté absolue. En Ukraine aussi, d'ailleurs, par ailleurs. Ouais. Et donc, ce sont des pays, en fait, qui paradoxalement ont moins de liberté politique. C'est-à-dire que oui, on peut pas choisir autre chose que Poutine, mais dans la vie concrète, il y a quand même cette volonté de toujours jouir de sa liberté individuelle, de toujours trouver des solutions et de jamais trop se soumettre aux conneries du gouvernement. J'ajouterais quelque chose là-dessus, moi, c'est que la Russie est un pays qui a, on va dire, bouffé le capitalisme en entier. C'est une société totalement capitaliste actuellement, la Russie. C'est la jungle. C'est la jungle. Et dans une jungle, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que quand il y a une sanction, ça veut dire qu'il y a une nouvelle règle qu'il va falloir contourner. Et du coup, il y a une horde de petits entrepreneurs qui vont se dire, bon, comment on va pouvoir se débrouiller pour importer ce truc de la Chine? On va le faire passer par le Kazakhstan, on va le faire passer par le Kyrgyzstan, on va le faire passer par les Émirats Arabes Unis. C'est exactement ça. Et voilà, et c'est ça qui fait que la Russie a pu tenir, c'est en fait le business privé qui est extrêmement adaptable. Et vu qu'en plus les Russes leur ont donné totalement les mains libres sur l'import parallèle, ils font ce qu'ils veulent. Et de cette manière-là, si on veut trouver un composant qui est sous sanction, on se débrouille. Et d'ailleurs, les Ukrainiens se plaignent de voir que régulièrement, ils voient un missile qui tombe, ils vont regarder les composants qu'il y a dedans, et puis ils voient que 70% des composants, c'est des composants américains. Donc voilà, même les Américains n'arrivent pas à empêcher l'export de leurs propres produits militaires c'est pas des produits militaires, c'est ce qu'on appelle des choses à usage dual, je crois on dit, ou double en français, c'est-à-dire des choses qui peuvent par exemple servir, un composant qui peut servir pour un ordinateur et pour un missile par exemple. Et ils n'arrivent pas à empêcher les Russes d'obtenir ces choses-là. Et ça, c'est aussi quelque chose qui a été surestimé. On s'est imaginé que les sanctions, comme Bruno Le Maire le disait, disait, on va mettre l'économie russe à genoux. Mais je pense que ça a été un échec total. C'est son côté franco-français, parce que finalement, si la France se prenait demain 20 000 sanctions, je pense vraiment que le pays serait paralysé, comme il arrive à se faire paralyser par des grèves, tu vois. Oui. Et comme tu dis, je pense que le capitalisme, je dirais plutôt même le libéralisme absolu en Russie, c'est ce que je veux dire, fait que quand un problème est créé, comme tu dis, il y a une horde d'entrepreneurs qui va se dire super, il y a un problème, je vais pouvoir me faire du pognon sur ce problème. Exactement. Et ça crée une société qui en effet est très dynamique et qui, on va dire de façon presque fonctionnelle, résout les problèmes, quoi. Absolument.
Bon bah je crois qu'on va pouvoir finir là-dessus. Surtout, pour ne rien manquer, abonnez-vous, puisque on va enchaîner sur une deuxième interview, toujours avec toi, pour nous parler de la vie quotidienne en Ukraine. Et je crois que c'est tout aussi intéressant, puisque dans ces choses-là, il y a l'aspect macro qu'on vient de développer, géopolitique, économique, politique, mais il y a aussi l'aspect plus micro, c'est-à-dire la réalité de la vie dans un endroit. C'est d'ailleurs le paradoxe dont on parlait, entre le côté autoritaire de la Russie, mais la grande liberté qu'on a dans la vie privée. Donc voilà, on va parler de ça dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous et merci de nous avoir écoutés dans ce première interview. Salut.